Je m'appelle Élise Mercier-Fontaine, j'ai 34 ans, et je veux te raconter le samedi matin où je réorganisais mon placard à épices quand un petit garçon a appelé sur mon téléphone pour demander son papa. Je veux te raconter les 11 secondes pendant lesquelles je suis restée complètement immobile après avoir raccroché. Je veux te raconter comment je n'ai pas crié, comment je n'ai pas pleuré, comment je n'ai fait aucune de ces choses qu'on pourrait attendre d'une femme dont le mariage entier vient de se réorganiser en un seul appel téléphonique. Je veux te raconter comment j'ai juste continué à ranger mes épices. Basilic, cumin, paprika, thym, parce que mes mains avaient besoin de quelque chose à faire pendant que mon cerveau rattrapait ce qui venait de se passer. Et je veux te raconter ce que j'ai trouvé quand j'ai finalement regardé. Si tu ressens déjà quelque chose, si ces 11 secondes de silence t'ont atteint quelque part de précis, abonne-toi maintenant pour ne rater aucune partie de ça. Mets un like et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes et quelle heure il est chez toi. Je dis ça sérieusement, je veux savoir. Parce que j'ai l'impression que les gens qui tombent sur cette vidéo ne le font pas par hasard. Maintenant, laisse-moi te ramener au début. J'ai grandi à Amiens, dans une maison qui avait l'air parfaitement bien de l'extérieur. Mon père était professeur de mathématiques au lycée. Tout le monde l'aimait. Il avait cette façon de te faire sentir que tu étais la personne la plus importante de la pièce quand il te regardait. Le problème, c'était de savoir quand ça allait arriver. Ma mère, elle, gardait tout impeccable. Les plans de travail, l'agenda, la surface de notre famille. Elle avait une règle, jamais énoncée mais absolue. Rien ne va mal. Et si quelque chose va mal, tu ne le nommes pas, parce que le nommer le rend réel. J'ai un frère cadet, Théo. Il est parti s'installer à Montréal il y a des années et appelle 2 fois par an, Noël et mon anniversaire parfois. Je ne lui en veux pas. Il est parti. Je comprends cette impulsion complètement. La chose avec une maison où rien ne va jamais mal, c'est qu'on devient très, très doué pour se rendre facile. On apprend à ne pas trop avoir besoin. On apprend à ne pas demander 2 fois. On apprend à attendre, tranquillement, sans que ça ressemble à de l'attente. J'y suis devenue tellement bonne que, adulte, j'avais construit une vie entière sur l'architecture de ne pas déranger les gens. Et si tu t'es déjà rendu facile, pas parce que c'est naturel, mais parce que tu as appris que c'était plus sûr, je crois que tu vas comprendre tout ce qui vient ensuite. Si ça te touche quelque part de vrai, mets un like sur cette vidéo, abonne-toi pour ne pas rater la suite et partage avec quelqu'un qui en a besoin. Maintenant, je continue. Je me suis payé ma licence de communication à l'université de Picardie Jules Verne avec une bourse partielle et des week-ends à servir en café. J'ai terminé en 3 ans et demi parce que je ne pouvais pas me permettre la 4e année. Diplômée un samedi, revenue pointée au café le lundi parce que j'avais un service et que j'avais besoin de l'argent, et que personne n'organisait de fête pour moi de toute façon. Je ne dis pas ça pour la sympathie. Je dis ça parce que j'ai besoin que tu comprennes qui j'étais avant Julien. J'étais une femme qui assumait ses propres dépenses depuis ses 18 ans et qui avait silencieusement accepté ça comme l'état naturel des choses. J'étais compétente, autonome, et je n'avais jamais, pas une seule fois de ma vie, laissé quelqu'un me voir m'effondrer, parce que m'effondrer me semblait être le seul luxe que je ne pouvais pas m'offrir. J'ai rencontré Julien Verdier à 27 ans. Il en avait 30. Larges épaules, sourire facile, le genre d'homme qui remplit une pièce sans sembler essayer. Il avait la confiance de son père et la chaleur de Martine, ou du moins, c'est ce que je croyais voir. Il m'a fait me sentir choisie d'une façon que je n'avais pas connue avant. Pas juste désirée, choisie. Comme s'il avait regardé la pièce entière et décidé que j'étais la seule qui valait la peine qu'on la connaisse. On a été ensemble 2 ans, puis on s'est mariés au printemps. Martine pleurait à la cérémonie. Des vraies larmes heureuses, sincères. Elle a tenu mes 2 mains avant que j'entre dans la salle et elle a dit « Tu es exactement ce dont cette famille avait besoin ». J'ai beaucoup repensé à cette phrase depuis. La première année était bien. La deuxième, correcte. À partir de la 3e, Julien avait commencé à travailler tard régulièrement. Pas de façon alarmante, juste assez souvent pour que ça devienne le fond sonore de notre vie commune. Son poste demandait beaucoup de déplacements, une carte de frais professionnelle et très peu de supervision directe. J'ai accepté tout ça parce que j'étais facile. Parce que toute ma vie, j'avais été formée à ne pas nommer les choses qui semblaient fausses.
Quand on a commencé à parler d'enfants, j'en voulais. J'avais toujours su que j'en voulais, de cette façon tranquille dont on sait des choses qu'on n'a jamais dites à voix haute. Julien a dit qu'il voulait attendre encore un peu. J'ai dit d'accord. L'année suivante, le sujet a simplement cessé d'exister dans notre maison. Pas parce qu'on l'avait résolu. Il a juste disparu de nos conversations comme un meuble que quelqu'un aurait déplacé pendant que j'étais au travail. Je veux m'arrêter une seconde là-dessus. Parce que je pense que le mensonge le plus dangereux n'est pas le dramatique, ce n'est pas l'affrontement, ce n'est pas la découverte, ce n'est pas le moment où tout se brise. Le mensonge le plus dangereux, c'est le lent. Celui qui fonctionne en te faisant oublier ce que tu demandais même. J'avais oublié que j'attendais une réponse. Et puis un samedi matin d'octobre, j'étais en train de réorganiser le placard à épices. Parce que le silence était redevenu lourd, comme il l'est toujours quand Julien est en déplacement et que la maison retient son souffle. Et mon téléphone a sonné. J'ai pensé que c'était ma mère, peut-être Martine, qui appelait pour savoir si j'avais besoin de quelque chose. J'ai décroché sans regarder. Papa ? Petite voix. Un garçon. 4 ans, peut-être 5. Je n'ai pas respiré. Papa, j'ai renversé mon jus et maman a dit d'appeler toi. Il y a des moments dans la vie qui ne semblent pas dramatiques quand ils arrivent. Ils semblent très très calmes. C'était un de ces moments. J'étais debout dans ma cuisine en pull oversize ivoire, le pull de Julien, celui que j'avais enfilé parce que c'était samedi et que je ne sortais pas, mon téléphone à l'oreille, à écouter un enfant demander son père. « Chérie ?» j'ai dit, et ma voix est sortie douce, ce qui m'a surprise. « Je crois que tu as fait un faux numéro. »« C'est pas le téléphone de papa ?»« Non, mon grand, je ne crois pas. » J'ai raccroché. Je suis restée immobile. J'ai compté. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est juste arrivé. 11 secondes. Puis j'ai ouvert le contact de Julien dans mon téléphone. Puis j'ai ouvert mon journal des appels récents. 3 mois plus tôt, Julien m'avait emprunté mon téléphone pour passer un appel rapide, quand sa batterie était morte. Je le lui avais tendu sans regarder. Maintenant, je faisais défiler mes appels sortants jusqu'à trouver un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouvert. Il était enregistré avec un nom, Noé, école. Mon mari avait enregistré le contact scolaire d'un enfant dans mon téléphone. Et je l'avais porté avec moi pendant 3 mois, sans jamais savoir qu'il était là. J'ai posé le téléphone, écran contre le plan de travail. J'ai terminé le placard à épices. Cumin, gingembre, origan. J'ai tout rangé jusqu'au dernier pot. Et quand chaque bocal était à sa place, je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai ouvert le petit carnet que je garde pour le travail, et j'ai commencé une liste. Pas une liste de sentiments, une liste de faits, tout ce dont je pouvais me souvenir. Chaque soirée tardive, chaque déplacement, chaque moment qui avait sonné légèrement faux et que j'avais discrètement réaccordé dans ma tête pour qu'il corresponde à la chanson que je croyais qu'on chantait ensemble. La liste faisait 2 pages avant que je m'arrête d'écrire. J'étais assise là, dans le pull de Julien, à notre table de cuisine, dans notre appartement, avec notre crédit et notre compte joint et nos 6 ans de mariage disposés autour de moi comme des meubles. Et j'ai compris, avec une clarté qui ne ressemblait pas du tout à de la clarté, mais au carrelage qui devient froid sous les pieds, que j'avais été la dernière à attendre, encore une fois. Comme avec les dessins d'étoiles rangés dans le tiroir. Comme avec l'exposé qu'on n'avait jamais écouté. Sauf que cette fois, j'avais 34 ans. Et je n'allais attendre personne. Je n'ai pas appelé Julien. Je veux que tu restes avec ça une seconde, parce que je crois que c'est plus important que tout ce que je pourrais te dire d'autre sur qui j'étais en train de devenir dans ce moment-là. 6 ans de mariage. 6 ans à appeler Julien quand le lave-vaisselle faisait un bruit bizarre, quand la voiture avait un problème, quand j'avais eu une journée difficile au bureau et que j'avais besoin que quelqu'un me dise que ça allait aller. 6 ans à tendre la main vers lui automatiquement, comme on tend la main vers l'interrupteur dans une pièce sombre qu'on connaît par cœur. Je ne l'ai pas appelé. Je suis restée assise à cette table de cuisine jusqu'à ce que la lumière change dans l'appartement. Ce glissement lent de l'après-midi où tout devient ambre et un peu doux. Et puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Martine à la place. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Elle décroche toujours à la 2e sonnerie. J'avais remarqué ça chez elle, jamais à la première,
comme si elle voulait que tu saches qu'elle n'était pas là à attendre, mais jamais à la troisième non plus, parce qu'elle ne te laisserait jamais te demander si elle allait répondre. Je n'ai pas commencé par ça. Je lui ai demandé comment elle allait. Elle a dit bien, m'a demandé comment s'était passée ma semaine. Et puis j'ai dit, très posément, Martine, j'ai besoin de te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu écoutes avant de dire quoi que ce soit. Elle a dit, d'accord ma chérie. Je lui ai lu le nom enregistré dans mon téléphone. Noé, école. Je lui ai raconté l'appel, la petite voix, le jus renversé, le papa qui n'était pas le bon téléphone, et qui l'était pourtant complètement. Je lui ai parlé des 2 pages de notes dans mon carnet de travail. Je lui ai tout dit, dans le même ton que j'utilise quand je présente un rapport à un client. Stable, séquentiel, sans respiration en trop dans les phrases. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence du côté de Martine, qui a duré une fraction de seconde de trop. Pas de la stupeur, de la reconnaissance. Depuis combien de temps tu sentais que quelque chose n'allait pas ? Je suis montée. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai transféré 11 400 € d'un livret A que j'alimentais discrètement depuis 3 ans vers un nouveau compte individuel que j'avais ouvert ce matin-là avant mon rendez-vous. Je n'avais jamais parlé de ce livret A à Julien. Je veux être honnête là-dessus. Je l'avais constitué lentement, silencieusement, en mettant de côté ce que je pouvais sur mes fiches de paie dans un compte qui n'existait qu'à mon nom. Je me suis demandé depuis si je savais, quelque part en dessous de tout, que j'en aurais besoin. Je n'ai pas de réponse nette. Ce que je sais, c'est qu'une partie de moi, la partie qui avait grandi en regardant ma mère se faire plus petite et mon père oublier d'être là, avait décidé très longtemps avant que j'aurais toujours une porte par laquelle je pourrais passer seule. Ce livret A, c'était cette porte. J'ai appelé Martine ce soir-là. Je lui ai dit que j'avais vu l'avocate. Elle n'a pas demandé de détails. Elle a juste dit « Tu as besoin que je vienne jeudi soir ?» J'ai dit « Oui ». Julien est rentré le jeudi à 19h14. Je connais l'heure exacte parce que j'avais regardé la rue depuis la fenêtre de la cuisine. Pas avec anxiété, avec précision. Il avait son sac d'ordinateur en bandoulière et son sac de voyage dans l'autre main, et il est entré en parlant déjà, quelque chose à propos du trafic sur le périphérique, et puis il s'est arrêté. Parce que j'avais tout posé sur la table de la cuisine. Les photographies, le rapport du détective, les documents préliminaires de l'avocate, le contact scolaire de son fils enregistré dans mon téléphone. Je l'avais recopié à la main sur une feuille de papier et l'avais placé au centre de tout, comme une légende. Noé, école. Dans mon écriture, sur mon papier, dans notre appartement. Le visage de Julien a fait ce que je lui avais déjà vu faire. Ce réagencement, la performance du remords qui s'assemble derrière les yeux avant qu'il ait décidé quelle version de l'histoire il allait raconter. Il a posé le sac d'ordinateur. Il a posé le sac de voyage. Il a ouvert la bouche. Élise, je n'ai jamais voulu que ça... Arrête, j'ai dit. Il s'est arrêté. Il a essayé à nouveau 30 secondes plus tard. Quelque chose sur la complexité de la situation. Quelque chose sur comment ça s'était construit progressivement et qu'il ne savait pas comment. Arrête, j'ai dit à nouveau. La 3e fois qu'il a essayé de commencer une phrase, je n'ai même pas dit le mot, je l'ai juste regardé. Et quelque chose dans ce regard, je ne sais pas exactement quoi, peut-être le fait que je ne pleurais pas, peut-être le fait que j'étais dans mon propre pull cette fois, pas le sien. Quelque chose là-dedans lui a fait comprendre qu'aucune de ses architectures habituelles n'allait fonctionner ici. Il s'est assis à la table. Il a regardé les photographies longtemps. « Depuis combien de temps ?» il a dit finalement. Pas comment tu as découvert, depuis combien de temps tu sais. Comme si ce qui l'importait, c'était combien de temps j'avais eu pour me préparer, pas ce à l'intérieur de quoi j'avais vécu. Assez longtemps, j'ai dit. Je ne vais pas te dire que je me suis sentie puissante dans ce moment, parce que ce n'était pas le cas. Je me suis sentie fatiguée d'une façon qui allait jusqu'en bas. J'ai ressenti la fatigue spécifique d'une personne qui a porté quelque chose de lourd pendant si longtemps que le poser ne ressemble pas encore à du soulagement. Ça ressemble juste au bras qui s'arrête enfin. Et là, dans cet épuisement, au milieu de ce qui aurait dû être le pire moment de ma vie adulte,
J'ai senti quelque chose d'autre commencer. Pas du bonheur, pas de la victoire. Quelque chose de plus calme que ces deux-là. Quelque chose qui attendait sous le poids depuis très longtemps. Si ce sentiment te parle, si tu sais ce que c'est d'être tellement fatigué de porter quelque chose que le fait de le poser ressemble moins à la liberté qu'à tes bras qui s'arrêtent enfin, mets un like sur cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Parce que ce qui vient ensuite est la partie que je n'avais pas vue venir. Et je crois que tu as besoin de l'entendre. J'ai besoin que tu partes, j'ai dit à Julien. Ce soir. Il a levé les yeux des photographies. Son visage était passé par plusieurs arrangements et s'était stabilisé sur quelque chose que je ne peux décrire que comme dégonflé. Pas brisé. Julien n'allait jamais se briser de façon dramatique. Il allait juste progressivement manquer de la performance qu'il avait maintenue et n'avoir rien en dessous à offrir à la place. Élise, je ne te demande pas d'explication, j'ai dit. Je ne te demande pas de choisir. Je te demande de partir. Il est parti. Il a repris son sac de voyage, celui qu'il avait ramené du déplacement, et il est ressorti par la porte d'entrée, et il est monté dans sa voiture, et il est parti. Je me suis tenue à la fenêtre de la cuisine, et j'ai regardé les feux arrière jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Martine est arrivée 11 minutes plus tard. Elle avait dû se garer au coin de la rue à attendre, parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'expliquer qu'elle soit là aussi vite. Elle est entrée sans frapper, elle a un double des clés, a toujours eu un double des clés, et elle n'a rien dit dans un premier temps. Elle est juste venue se mettre debout à côté de moi à la fenêtre de la cuisine, même s'il n'y avait plus rien à voir dans la rue. On est restés là ensemble un moment. Puis elle a dit « Je te dois des excuses ». J'ai dit « Tu ne savais pas ». Je le sentais, elle a dit, et j'ai regardé ailleurs. Et ce n'est pas la même chose que ne pas savoir. Je ne l'ai pas contredite cette fois, parce qu'elle avait raison, et qu'elle méritait d'avoir raison, et que je l'aimais assez pour la laisser porter ça honnêtement. 3 jours après le départ de Julien, quelqu'un a frappé à ma porte à 10h30 un mardi matin. Je travaillais depuis chez moi ce jour-là. J'avais une conférence téléphonique dans 40 minutes et j'en étais à mon 2e café et j'arrivais vraiment, pour la première fois depuis presque 2 semaines, à penser à autre chose qu'à la chemise cartonnée sur ma table de cuisine. Et puis les coups sont arrivés. J'ai ouvert la porte. Anaïs Holst était sur mon palier. Elle était plus petite que sur les photographies. Cheveux bruns, lisses, coupés au carré à l'épaule. Jean et pull gris à col rond, pas de maquillage. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait pris une décision et qui l'exécutait avant de pouvoir changer d'avis. Mâchoire serrée, regard direct, main dans les poches de sa veste. On s'est regardé un moment. J'ai reculé d'un pas et j'ai tenu la porte ouverte. Je ne sais pas exactement pourquoi. Quelque chose dans son visage. Pas la culpabilité dedans. Pas les excuses déjà en train de se former. Mais la droiture. Elle était venue ici elle-même, seule, pour dire quelque chose qu'elle avait décidé de voir être dit. Je comprenais cette impulsion complètement. Elle est entrée. Je l'ai conduite à la table de cuisine. Cette même table de cuisine qui était devenue le décor de tout ce qui s'était passé ces 2 dernières semaines. Et on s'est assises l'une en face de l'autre. Elle a dit « Je veux que tu saches que je ne savais pas. » « Je te crois, » j'ai dit. Et c'était vrai. Elle m'a raconté la facture arrivée chez elle au nom de Julien, avec une adresse qu'elle ne connaissait pas. Comment elle avait tapé son nom dans un moteur de recherche après ça. Comment il lui avait fallu moins de 20 minutes pour trouver notre acte de mariage, notre adresse et une photographie de notre cérémonie postée publiquement par une connaissance commune 6 ans plus tôt. Il m'avait dit que c'était toi qui ne le laissais pas partir, elle a dit. Sa voix était stable, mais j'entendais ce que ça lui coûtait d'être stable. Que tu t'effondrerais sans lui, qu'il se sentait responsable de toi. Je me suis assise avec ça un moment, la forme spécifique de la chose, la façon dont Julien avait eu besoin de me rendre fragile dans l'histoire qu'il racontait à Anaïs pour que son maintien dans notre vie le fasse paraître généreux plutôt que duplice. Il m'avait dit que vous étiez sur le point de divorcer, j'ai dit. Elle a hoché la tête, une seule fois, un mouvement petit et précis. Je crois, elle a dit, qu'il avait besoin de croire quelque chose de spécifique sur chacune de nous, pour que ce qu'il faisait ait une logique dans laquelle il pouvait vivre. Elle s'est levée pour partir.
Elle ne demandait rien, ni mon pardon, ni ma sympathie, ni une alliance. Elle était venue dire une chose vraie, et elle l'avait dite. À la porte, elle s'est arrêtée. Elle s'est retournée. Je crois qu'il avait tort sur toi, elle a dit, si tant est que ça vaille quelque chose. J'ai fermé la porte derrière elle. Je me suis tenue dans mon couloir un long moment. Puis je suis retournée à la table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai rejoint ma conférence téléphonique 3 minutes en avance. Je veux te parler des semaines qui ont suivi, parce que je crois que c'est la partie dont personne ne parle jamais. Tout le monde veut savoir l'affrontement, le moment de la découverte, le point de bascule dramatique où tout se fissure et où la vérité se répand. Et oui, tout ça s'est passé, je t'ai raconté exactement comment. Mais la partie qui m'a vraiment changée, ce n'était pas le jeudi soir avec les photographies sur la table de cuisine. Ce n'était pas Anaïs sur mon palier. Ce n'était même pas l'appel du petit garçon qui voulait juste son papa et qui avait accidentellement démantelé toute ma vie en 30 secondes. La partie qui m'a changée, c'était tout ce qui est venu après. Le divorce s'est fait par consentement mutuel. Julien ne s'est pas battu. Je crois qu'il était trop occupé à gérer la découverte simultanée de 2 femmes qui avaient maintenant le tableau complet. Aucune des deux confuse, aucune des deux attendant une explication, pour trouver l'énergie nécessaire à une bataille juridique par-dessus tout ça. L'avocate de Julien a envoyé une seule contre-proposition sur un point financier mineur. Maître Renard a répondu. La contre-proposition a été retirée en moins d'1 semaine. Maître Renard m'a appelé quand c'était finalisé et elle a dit « Ça a avancé vite ». J'ai dit « C'est un homme qui évite les conflits ». Elle a dit « La plupart le sont ». J'ai appris ce qui s'est passé ensuite par Martine, qui appelait tous les dimanches et qui était devenue, dans les suites de tout ça, quelque chose d'encore plus essentiel pour moi qu'elle ne l'avait été avant. Pas parce qu'elle me le devait, elle continuait à dire qu'elle me le devait, et moi je continuais à lui dire que non. Mais parce qu'elle avait choisi d'être là, spécifiquement et délibérément, d'une façon que son fils n'avait jamais fait. Elle m'a dit que Julien avait emménagé chez Anaïs dans un premier temps, ce qui avait duré environ 6 semaines avant qu'Anaïs lui demande de partir. Je ne connais pas les détails de cette conversation et je n'ai pas cherché à les connaître. Ce que je sais, c'est qu'Anaïs, qui avait passé 2 ans à attendre un homme qu'elle croyait presque libre, avait découvert en 6 semaines de proximité réelle que la version qu'on lui avait donnée de lui était aussi soigneusement gérée que la version qu'il m'avait donnée à moi. Architecture différente, même architecte. Il a emménagé dans un appartement de location meublé. Il a commencé à conduire une voiture moins chère. Le leasing de celle que j'avais vue dans les photographies du détective ne pouvait apparemment pas absorber la réalité financière de 2 foyers qui s'effondraient simultanément. Des petites choses, des conséquences logiques, la physique naturelle d'une vie construite sur une tromperie soutenue qui finit par manquer de l'énergie nécessaire pour se maintenir. Je n'ai pas éprouvé de satisfaction quand Martine m'a dit tout ça. Je veux être honnête là-dessus parce que je crois qu'il existe une version de cette histoire où je suis censée me sentir vengée. Et ce n'était pas le cas, pas exactement. Ce que j'ai ressenti ressemblait davantage à une fatigue profonde et posée. Celle qui vient quand un long effort a finalement pris fin. Celle qui n'est pas malheureuse, juste terminée. Ce que j'ai ressenti le plus clairement, dans ces semaines-là, c'était la texture spécifique de ma propre vie, sans les secrets de quelqu'un d'autre qui vivait à l'intérieur. Mon appartement, je l'avais trouvé en 3 semaines après que Julien a quitté le nôtre, un 2 pièces au 3e étage d'un immeuble avec un petit balcon qui donne à l'est, était plus silencieux que l'appartement partagé. Mais c'était un silence différent. Pas un souffle retenu, pas une absence, juste de l'espace, mon espace. Les meubles étaient en grande partie neufs parce que la plupart de ce qu'on avait possédé ensemble me semblait appartenir à une version de ma vie que je n'avais plus envie de curateler. J'ai gardé la table de cuisine. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être parce que tellement de choses s'y étaient passées qu'elle était devenue étrangement à moi. Martine est venue dîner 2 fois dans le premier mois. Elle a apporté du vin la première fois et des ingrédients la deuxième, et on a cuisiné ensemble dans ma petite cuisine, et elle m'a dit des choses sur son propre mariage qu'elle n'avait jamais dites à voix haute à personne. L'année où son mari avait eu une liaison émotionnelle. Le choix qu'elle avait fait de rester, et les questions qu'elle portait encore sur la question de savoir si c'était le bon. Je ne te dis pas ça pour que tu aies de la peine pour moi.
elle a dit, en remuant quelque chose sur ma plaque, le dos tourné. Je te le dis parce que je veux que tu saches que je comprends quelque chose au fait de se choisir soi-même, même quand c'est la chose la plus difficile. Et je veux que tu saches que je crois que tu l'as fait correctement. Je n'ai rien dit. Je me suis juste tenue à côté d'elle et je lui ai tendu la cuillère en bois quand elle en avait besoin. Certaines personnes sont revenues. Une collègue de travail qui s'était faite discrète pendant le pire avait envoyé un message pour dire qu'elle ne savait pas quoi dire et qu'elle était désolée pour le silence. J'ai apprécié l'honnêteté de ça, plus que j'aurais apprécié des excuses plus travaillées. Je le lui ai dit. On a déjeuné ensemble. Une vieille amie de fac, une femme qui s'appelait Laurence, dont je m'étais éloignée au fil des années, de la façon dont on s'éloigne des gens quand on se marie et que les vies se réorganisent autour de centres différents, m'avait envoyé un message un mercredi après-midi pour dire qu'elle avait appris par quelqu'un que je traversais quelque chose de difficile. Et est-ce que je voulais prendre un café? On a pris un café. Ça s'est transformé en 3 heures, 2 rallonges et une conversation que je n'avais eue avec personne depuis des années. Le genre où on dit la vraie chose au lieu de la version acceptable de la vraie chose. Laurence a dit, à un moment, « J'ai toujours pensé que tu semblais tellement posée, comme si tu avais tout compris. » J'ai dit, « Je sais, j'ai travaillé très fort pour ça. » Elle a ri. J'ai ri. C'était la première fois que je riais de tout ça, et ça ressemblait à quelque chose qui se déverrouille. Tout le monde n'est pas revenu. Il y avait des gens, des connaissances pour la plupart, une personne que j'avais considérée comme une amie plus proche, qui avait absorbé la version de Julien des événements très tôt et avait construit leur compréhension de la situation sur cette base, et qui trouvait plus facile de maintenir cette compréhension que de la réviser. J'ai remarqué leur absence, et je l'ai laissé être une absence. Je n'ai couru après personne. Je n'ai plaidé ma cause auprès de personne. J'avais passé assez de temps de ma vie à m'arranger pour être acceptable à des gens qui avaient déjà décidé ce qu'ils pensaient de moi. J'ai écrit une lettre. Pas à Julien. Je n'avais plus rien à dire à Julien que la table de cuisine n'avait pas dit plus précisément que les mots. Je l'ai écrite à moi-même, ce qui semble étrange, mais reste avec moi. Je l'ai écrite la veille du jour où le divorce était finalisé. Je me suis assise à la table de cuisine. Ma table de cuisine, dans mon appartement, avec le balcon qui donne à l'est et les meubles neufs et le placard à épices que j'avais réorganisé selon mon propre système, et j'ai écrit tout ce que je voulais me rappeler sur qui j'avais été et qui j'étais en train de devenir. Pas une liste de griefs, pas un catalogue de ce qu'on m'avait fait, un relevé de ce que j'avais appris sur la différence entre être facile et être aimé, sur la différence entre maintenir la paix et l'avoir vraiment. La chose centrale que j'ai écrite, la phrase à laquelle je revenais sans cesse, celle que j'ai réécrite 4 fois avant qu'elle soit juste, c'était celle-ci. Être sans complication n'est pas la même chose qu'être heureuse. Et être choisie n'est pas la même chose qu'être vue. J'ai appelé Martine le lendemain matin et je la lui ai lue au téléphone. Il y a eu un silence de son côté, puis elle a dit, très doucement, « Note ça quelque part où tu pourras le voir. » J'ai dit, « Je viens de le faire. » Elle a émis un son qui était presque un rire et presque autre chose. « Tu vas très bien t'en sortir, » elle a dit. « Tu t'en sors déjà. » Je pense à Noé parfois. Le petit garçon aux yeux gris-bleu et à la mâchoire de son père. Je pense au fait qu'il a 4 ans et qu'il est complètement innocent de tout ce qui s'est passé et qu'il grandit dans une situation que personne n'a choisie, sauf la seule personne qui avait tous les choix. J'espère qu'il a des gens autour de lui qui se montrent. J'espère que sa mère va bien. Je crois, à partir de la femme qui s'est assise en face de moi à ma table de cuisine pendant 20 minutes et qui a dit la chose difficile clairement avant de repartir sans rien demander, qu'elle s'en sort probablement. Je m'appelle Élise Mercier-Fontaine. J'ai 34 ans. Mon nom de jeune fille est en train de reprendre sa place sur les derniers documents administratifs, ce que j'ai demandé parce qu'il s'avère que j'ai toujours été plus Élise Mercier qu'Élise Verdier, et j'aimerais être nommée correctement à partir de maintenant. Je suis dans mon appartement un dimanche matin. La lumière entre par le balcon et tombe sur la table de cuisine selon un angle qui la rend presque dorée. J'ai du café et j'ai le carnet que je tiens depuis octobre, presque plein maintenant, et j'ai la fine chaîne en or au poignet gauche que ma mère m'a donnée quand je suis partie faire mes études et que je n'ai pas enlevée une seule fois, pas même à travers tout ça.
Je n'attends personne. Je ne me prépare à rien. Je suis juste là, dans mon espace, dans mon calme à moi, qui n'est plus un souffle retenu. C'est juste un dimanche matin, et il est à moi. Avant que tu partes, je veux te poser une vraie question. Est-ce que quelqu'un t'a jamais raconté une histoire sur toi-même, qui tu es, ce dont tu as besoin, combien tu peux encaisser? Et est-ce que tu t'es jamais surprise à y croire, tranquillement, avec le temps, de la façon dont on croit quelque chose qu'on répète assez souvent? Et si c'est le cas, quel a été le moment où tu as arrêté? Laisse-le dans les commentaires, je les lis tous, et je le pense vraiment. Si cette histoire est restée avec toi, si quelque chose dedans a atterri quelque part de vrai, mets un like sur cette vidéo. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine. Et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé que être facile n'est pas la même chose qu'être aimé, et que connaître la différence n'est pas une petite chose. C'est, en réalité,